Pour lancer ce débat, on va accueillir nos deux experts, spécialistes, journalistes américains. Vous les connaissez. Antoine est de retour parmi nous en 2023. Il a suivi bien sûr les Nets et le cas Kyrie. On va en parler avec toi, Antoine. Salut. Salut, comment ça roule? Ça va, merci. Melvin aussi est là, côté conférence Ouest, pour analyser un petit peu la situation des Mavs et savoir un peu comment cette équipe va se situer avec l'arrivée de Kyrie. Salut Melo. Salut Sylvain, salut à tous. Salut. On commence par Antoine. Antoine, redonne-nous un petit peu les faits. Pour ceux qui le découvrent, Kyrie Irving n'est plus un joueur des Nets de Brooklyn. Il arrive du côté des Mavericks de Dallas dans un échange. On reprend peut-être les faits avec toi et puis on requalifie aussi l'échange de manière un peu globale. Et puis on discutera ensuite du cas Kyrie et de son arrivée du côté des Mavs. Ok, bah écoutez, on a eu un petit peu une bombe à Brooklyn la semaine dernière, puisque Kyrie Irving jouait très bien, surtout que Kevin Durant était blessé, donc voilà, il avait vraiment le volume pour produire, et il faisait du carry. On avait l'impression que tout allait bien, il n'y avait pas d'histoire de théorie du complot, ou de terre plate, ou de quoi que ce soit, et puis d'un coup, il y avait quand même cette histoire d'extension, etc., dont on savait qu'elle était un petit peu en discussion. Et donc, on apprend qu'il demande à être tradé la semaine dernière. Et juste après, il y a quelques détails qui viennent, comme quoi, par exemple, il y aurait une clause pour qu'il puisse avoir l'extension max, qui serait qu'ils doivent gagner le championnat dès cette année. Ce genre de choses, que c'est ça qui l'offusque, etc. Donc derrière, il demande à être tradé. On apprend très vite qu'il va être tradé aux Lakers. LeBron James aussi fait des appels du pied. Donc, ce qui va se passer, c'est que Joe Tsai, le propriétaire des Nets, s'oppose complètement à ça, veut surtout pas, en gros, lui donner une récompense pour son comportement qui a été absolument abject à plusieurs reprises avec les Brooklyn Nets. Et finalement, donc, il est envoyé à Dallas contre le retour de Spencer Dinwiddie, un joueur très apprécié. C'est finalement Kyrie, forcément, on en parlait à chaud, etc. Mais dans les choses qui se disaient le plus, c'était le retour de Spencer, qui est un joueur qui est vraiment apprécié, qui justement faisait partie de cette très bonne culture à Brooklyn avant les arrivées justement de KD et Kyrie. Donc ça va faire sûrement du bien. Il y a un très bon défenseur aussi qui arrive, le meilleur des Mavs. Je vais laisser Melvin en parler plus en avant. Et donc du coup, voilà, c'est une page qui se tourne. Et on va voir si c'est pas tout un chapitre qui va se tourner quand on se posera les questions sur KD après ce sujet-là. Tout à fait. Une page qui se tourne, enfin, pourraient dire certains, tant le cas Kyrie a été un peu compliqué à gérer du côté de Brooklyn. On peut remontrer quand même l'échange complet, expliquer aussi à nos téléspectateurs qui découvrent un peu les systèmes d'échange aux États-Unis. C'est pas comme le foot en France et les transferts, c'est des échanges monétaires. Des joueurs au contrat ou à la hype équivalente peuvent être échangés de franchise à franchise. Donc là, on a Kyrie et Markieff Morris qui vont du côté de Dallas et Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, plus un premier tour de draft 2029 et deux deuxièmes tours 2027 et 2029 qui font donc le chemin inverse. Voilà pour le tour de draft non protégé. Non protégé. Premier tour. Voilà. Donc voilà pour l'information complète. Les joueurs n'ont pas forcément leur mot à dire. Ça aussi, il faut le savoir. Ils apprennent souvent sur le canapé ou alors sur un tweet qui sort qu'ils sont transférés. Donc c'est toujours un petit peu particulier. Reste avec nous Antoine, on fait un petit tour de table et après on ira voir aussi Melvin pour l'arrivée de Kyrie du côté de Dallas. Kevin, Kyrie Irving, joueur spectaculaire, joueur aussi spectaculaire hors terrain parce que la gestion et certains de ses propos ont fait un peu polémique. Est-ce que dans un moment de sa carrière où c'était un peu stabilisé, on en parlait nous la semaine dernière, est-ce que ça te surprend qu'une demande de trade comme ça arrive et que le joueur dise « moi, je veux partir » ? Dans la NBA actuelle, il n'y a rien qui est surprenant en fait. Les joueurs sont tous dans une recherche de roster parfait pour atteindre des objectifs de titre. Donc on le voit avec LeBron qui essaie de manipuler toute la NBA pour se construire son équipe idéale avec tous ses potes. Mais Kyrie, ça ne me surprend pas du tout. Ce qui est surprenant, c'est Dallas, mais voilà, on comprend mieux parce que c'est le GM qui a poussé dans cette direction-là. Mais bon, Kyrie, quelle que soit l'équipe dans laquelle il va tomber, il va faire des émules, il va bien jouer et c'est quand même quelqu'un qui est très très intelligent.
malgré ce qu'on en dit dans les médias. Il sait très bien ce qu'il fait et il est très cultivé et c'est un mec brillant. Donc, moi, je suis très curieux de le voir jouer avec Doncic. Je pense que ça va faire une belle association. Voilà, on va en parler après. On est un peu plus réservé, mais on va essayer de poser quelques arguments sur l'association des deux. Melvin, Kyrie Irving arrive du côté de la conférence Ouest. Tu vis du côté de San Francisco, en Californie. Qu'est-ce qu'on en dit de cette arrivée de Kyrie de manière globale dans cette conférence ? De manière globale, on pense que c'est un pari, un gros pari pour Dallas, peut-être le plus gros pari qu'il pouvait prendre. Après, comme le disait Kevin, il y a quand même une certaine excitation à voir Kyrie avec Luka, mais je pense que c'est surtout la surprise que Dallas ait décidé de faire ce trade, parce que je pense qu'il faut le remettre en contexte, c'est-à-dire que la saison dernière, il décide de ne pas prolonger Jalen Brunson qui est maintenant à New York et qui fait une saison de quasi All-Star. Il y a cette densité de la conférence Ouest où les Mavs sont dans ce ventre mou et donc du coup il y a cette pression d'essayer de passer au niveau supérieur pour confirmer sur la finale de conférence qu'ils ont fait la saison dernière. Il faut aussi aller épauler Luka Doncic qui joue le plus de minutes de sa carrière et qui a un usage rate, c'est-à-dire le pourcentage de temps qu'il a la balle dans les mains, un des plus élevés de l'histoire de la NBA. Et puis après, il y a, comme pareil le disait Kevin, il y a le GM Nico Harrison qui travaillait chez Nike avant, qui connaît Kyrie, qui a travaillé avec Kyrie. Jason Kidd a également une relation avec Kyrie, parce que Kyrie a grandi à New Jersey quand Kidd était joueur des Nets, et ils ont le même trainer. Donc il y a cette familiarité, et on se dit que au final, avec cette infrastructure autour de lui, on peut peut-être le canaliser et le focus sur le basket. L'autre point de contexte, c'est que Kyrie sera free agent à la fin de la saison et que s'il veut son contrat max, il a besoin que tout ça marche. Donc ça fait beaucoup de choses. On verra bien, mais après pour Dallas au niveau basket, moi je pense qu'offensivement ça peut faire très mal. Melvin, je t'arrête. On va justement discuter tous ensemble de cette dimension un petit peu jeu. Je sais que tu es très attiré par ce thème-là, on t'écoutera. Je voudrais qu'on reste quand même sur les possibilités qu'avait Kyrie, puisque les Lakers de LeBron James s'étaient positionnés pour attirer Kyrie. On peut peut-être vous montrer d'ailleurs la proposition des Lakers qui était celle-ci, si je la retrouve. Voilà, donc c'était Kyrie plus Russell Westbrook avec un premier tour de draft 2027-2029. Et Antoine pourra peut-être nous confirmer, mais les Nets ont refusé parce que les Nets voulaient un peu plus. Les Nets voulaient, avec Russell Westbrook, Austin Reeves, Max Christie, plus donc ce fameux premier tour de draft 2027-2029. Voilà. Est-ce que tu confirmes d'ailleurs, Antoine, toi qui es proche un petit peu de ce marché ? Oui, en gros, l'idée, c'était c'était ce trade-là qui, en gros, tu ne peux pas le refuser parce qu'il récupérait tellement de choses. Et donc là, ça passait la pilule de laisser faire Kyrie un petit peu ce qu'il voulait, d'aller, après avoir pourri les Nets pendant 3 ans, même s'il a apporté plein de choses aussi, hein, je suis d'accord, et qu'il est super à regarder sur le terrain. C'est un des joueurs qu'on a vraiment envie de voir jouer sur un parquet, mais il y a quand même tout ce qui se passe à côté aussi. Et voilà, donc soit il y avait ça, mais qui était quasiment demandé l'impossible, quoi. Soit sinon, de toute façon, c'était opposition de principe, quoi. Tu te comportes pas comme quelqu'un qui nous oblige à faire ce que toi tu veux, et nous, on fait comment pour gérer une franchise ? Parce que les joueurs gèrent leur carrière, très bien, et il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Mais à un moment, si c'est au prix que les franchises ne peuvent plus gérer leur propre direction, on va où ? Nous, en tant que fans de basket, qui voulons voir des choses se construire, pas juste des moments de brillance comme par-ci, par-là. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça marche. Un mot avec Melvin et ensuite on avance dans le débat et notamment l'association des deux stars. Ouais, je pense qu'il faut quand même garder le contexte de Brooklyn en tête, c'est-à-dire que oui, tu veux trader Kyrie Irving, mais tu dois aussi rester compétitif pour ne pas que Kevin Durant demande un trade également. Alors, je ne pense pas qu'il va le demander là dans les 2 jours qui arrivent avant la trade deadline, mais du coup, le package des Lakers, il y a aucun joueur qui peut aider les Nets maintenant. Donc au final, quand tu regardes les offres, la meilleure offre pour le contexte actuel de Brooklyn, c'était de loin celle de Dallas. On avance. On a maintenant les trades complets, les échanges, on vient de vous les présenter. Quelle franchise remporte, on va dire, la victoire, entre guillemets. Winner, loser.
les Mavs se sont renforcés ou les Nets ont fait le meilleur move? Alors, au niveau du move, c'est clairement les Mavs. Okay. Excusez-moi, c'est clairement les Nets oui. qui profitent. C'est les Mavs qui prennent le plus gros risque. Okay. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que Kyrie n'est pas emmené au bout ce qu'avait montré Brooklyn. Là, Kevin Durant est blessé, mais on sentait vraiment que Brooklyn était capable d'aller au bout potentiellement. C'était un des vrais candidats légitimes d'aller gagner le titre, d'aller en finale NBA. À l'Est, quand ils étaient en train de rouler, là, quand ils étaient deuxième à l'Est. Vous vous souvenez pas? Tout le monde est... Non, donc il y a quelques semaines, là. C'est pas le débat. Non, mais moi, c'est la raison pour laquelle je dis... Ils s'étaient repositionnés comme une équipe, on va dire, compétitive. C'est pour ça que je dis ils sont gagnants, mais ils auraient pu être encore plus gagnants en trouvant le moyen de conserver cette équipe telle qu'elle était construite cette saison, parce qu'ils avaient trouvé une alchimie qui, en play-off... Kyrie Irving voyait les choses différemment. Tout à fait. Mais donc, sur papier, avec la volonté de Kyrie de partir, pour moi, c'est les Nets qui gagnent. Fred, qui gagne Pour moi, il n'y a ni gagnant ni perdant. Okay. Je pense que c'était une obligation de trader Kyrie parce qu'il voulait partir, donc il fallait que ça soit... On ne peut pas garder un joueur qui ne veut plus... On ne peut pas, et comme on l'a expliqué, la meilleure proposition, c'était celle des Mavs. Donc pour les Nets, c'était obligatoire de faire ça. Et de l'autre côté, les Mavs, ils étaient en train de stagner, de vivoter. On sait qu'ils n'avaient pas gagné le titre cette année. Ils tentent un gros coup de poker, oui, évidemment, c'est un gros coup de poker, mais qui peut à la fois marcher, comme il peut ne pas marcher. Donc c'est difficile à l'instant T de dire qui est gagnant. Pour moi, les deux ont fait un trade intéressant pour les Mavs, parce que quand tu as un mec de ce profil-là, à la Kyrie Irving, tout de suite, tu step up quand même, parce que tu as quand même un joueur extraordinaire qui arrive dans ton équipe, mais tu ne sais pas ce que ça peut donner. Et de l'autre côté, tu récupères des mecs plutôt intéressants. Phil Smith, très bon défenseur. Dinwiddie, très bon joueur qui a été très bon avant l'ère de j'ai envie de rêver à avoir un Big 2 et après un Big 3. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment perdant, mais je demande à voir. Ok, alors comment ça... Ouais, vas-y, moi, je pense qu'il y a quand même aussi des paramètres qu'on doit prendre en compte parce que je pense que Dallas, d'un côté, n'avait pas vraiment de problème de stabilité puisqu'au final, ils vont récupérer un joueur, c'est un coup de poker, mais je pense qu'il faut voir plus loin. Et je ne pense pas que c'est une question de finir la saison, mais je pense que Kyrie va plus loin que ça. Comme on dit, on est en train de parler du max. Je pense que là, c'est finir la saison dans un endroit, dans un contexte qui est bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'antécédents et plein de gens disent qu'ils ne l'ont pas vu venir, etc. Oui, personne n'a risque de sortir d'une situation où tu avais retrouvé une forme de confort c'est ce que je dis, pour partir à l'ouest. C'est ce qui a interprété. Mais moi, je cacher derrière une star. Moi, je pense qu'il a été très intelligent parce qu'il a attendu le moment où il a performé le plus sur le terrain. Il a montré des belles choses et surtout, il y a des gens qui seront aujourd'hui capables de pouvoir l'acheter à un certain prix. Après, à côté de ça, je pense que quand même que les Nets... eux, ils vont avoir un petit problème parce qu'ils étaient en train de retrouver justement cette stabilité. Et là, tu as un joueur qui part, qui était un joueur quand même qui était... Oui, non, tu n'as pas le choix, c'est sûr, mais ils sont un peu plus perdants. Ils te demandent le trade. Non, c'est sûr. Donc, tu n'es pas perdant dans le sens où tu ne peux pas retenir un mec. C'est dans ce sens-là que je dis. Ouais. Tu ne peux pas retenir un mec contre son gré. Aussi fort soit-il. Si tu conserves, il perd à la fin de l'année, tu n'as rien dans l'échec. Exactement. Mais je ne pense pas que dans l'un ou l'autre... Donc, tu ne peux pas dire qu'ils soient vraiment perdants dans ce mais les Nets, dans tous les cas, ne seraient pas allés... Moi, je reste persuadé qu'ils n'auraient pas gagné le championnat. Alors, on va... Allons sur l'angle... Allons sur l'angle avec Melvin du jeu. Avec vous, d'ailleurs, aussi. Jeu, deux joueurs qui ont besoin de la balle. Quand on parle de Kyrie, quand on parle de Luka Doncic, on ne se trompe pas en disant que c'est des joueurs qui monopolisent beaucoup la gonfle sur le temps de possession. C'est un des joueurs, Luka Doncic, c'est un des joueurs qui a le ballon le plus dans les mains. Donc Melvin, continue avec ton analyse sur le jeu, sur l'aspect offensif et défensif. On sait que les deux ne sont pas référencés non plus pour être des très très grands défenseurs. Dans la conférence Ouest, bon, Steph est blessé, mais il y a des joueurs comme ça, Clay, Kawhi Leonard, Paul George, Ja Morant. Comment le backcourt défensif des Mavs, maintenant composé de Kyrie et de Luka Doncic, va pouvoir arrêter tout ce monde-là? Commençons par la défense, après on voit l'attaque. C'est très simple, ils pourront arrêter personne. Comme l'a dit Jason Kidd hier avant le match contre Utah, en gros, c'est vraiment un pari qui est tout pour l'attaque. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la pression sur les défenses adverses en essayant de marquer 130, 140 points chaque match et en espérant marquer plus de points que l'adversaire, tout simplement. Donc, ils ont perdu leur meilleur défenseur. Aujourd'hui, je pense que leur meilleur défenseur dans l'équipe, c'est sûrement Frank Ntilikina. Mais tu as perdu en taille. Alors après... Il y a encore 2 jours avant la fin des transferts. Ça ne m'étonnerait pas de voir et Brooklyn et Dallas potentiellement faire d'autres trades pour essayer justement de ramener quelques défenseurs pour aider les 2 stars. Mais clairement, défensivement, ils vont arrêter absolument personne. Et quand tu risques de jouer contre les Clippers, contre Denver, contre Phoenix, ça va être très compliqué du niveau défensif.
Offensivement avec vous, messieurs, j'avais une discussion en off avec Fred sur l'idée que les défenses auraient du mal à arrêter à la fois Kyrie et Luka Doncic en même temps sur le terrain, parce qu'on ne peut pas faire prise à deux, puisque les deux sont tellement forts en attaque qu'on ne peut pas prendre le risque d'en laisser un tout seul. Concrètement, pour moi, c'est vrai que c'est Luka Doncic, on l'a vu sur les derniers matchs, les dernières saisons même, j'ai envie de dire, c'est prise à deux systématique ou quasiment. Donc je me dis qu'avec un Kyrie Irving, logiquement, la prise à deux est beaucoup plus risquée. Après, il faut trouver la bonne harmonie dans ce schéma entre les deux. Mais je pense aussi que ça peut soulager un peu Luka Doncic. Il a tout le temps le ballon dans les mains. Ne pas l'avoir et arriver un petit peu plus frais au quatrième quart-temps, c'est pas un mal non plus. Il faut vraiment que chacun trouve sa place. Et j'ai l'impression que mon ami grec n'est pas d'accord avec moi. Il est chafouin parce qu'un Français a pris le scoring all-time du côté de l'Euroleague, c'est pour ça. Je vous ai dit, je ne peux pas perdre. Moi, le vrai problème, c'est de voir si on va se retrouver dans une configuration très similaire à ce qu'il y avait du côté des Cavs, où il y avait LeBron et Kyrie qui étaient ensemble sur le terrain, donc ça recoupe sur ce que tu disais. Tu ne peux pas arrêter les deux en même temps. Mais le style de jeu que pratique Luka, depuis son arrivée aux Mavs, en équipe nationale slovène, de toute façon même au Real, le ballon est dans ses mains. C'est lui le décisionnaire, c'est lui le go-to guy, c'est lui le franchise player. Ça veut dire que est-il capable de déléguer ses responsabilités à la hauteur du talent d'un Kyrie Irving? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que même Jason Kidd va peut-être lui demander. Qu'on lui a peut-être jamais demandé dans sa carrière. Et c'est ça. D'après les déclarations de Jason Kidd, c'est déjà ça. Parce que ce qu'il a dit, c'est qu'on veut lui faire gagner un peu en vitalité sur les quatrièmes cartes. C'est pour ça que je parlais de quatrième quart. C'est Jason Kidd qui dit ça. Vous vendez un joli cadeau, les mecs. C'est une belle histoire pour les petites filles. Mais Luka Doncic. Alors déjà, ça, c'est hyper sexiste et je n'aime pas ça du tout. Mais moi, vraiment, ça me dérange. Mais ça dit, lui, s'il te plaît. Qu'y a-t-il comme problème pour les jolies histoires pour les petites filles? Avance. Non, mais surtout, ce qui est important par rapport à tout ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, va falloir repositionner les égos. Est-ce que Kyrie est capable de laisser vraiment la franchise sur un joueur qui est sur le même poste que lui, sachant que Kyrie Irving reste un joueur dominant qui veut la balle dans les moments chauds? Angelo, pas chez lui, là. Peu importe. Il se déplace chez quelqu'un, il ne peut pas dire c'est chez moi. C'est Kyrie Irving, vous avez vu comment il s'est comporté du côté de Brooklyn. Angelo, avec son meilleur pote. C'est un garçon plus intelligent que ce qu'il montre. Avec son meilleur pote Kevin Durant. On va laisser Antoine répondre à cette question, qui a observé quand même de très près Kyrie Irving, notamment sur l'ego. La manière dont Kyrie a pu s'associer avec Kevin Durant, un autre fort joueur. Là, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Je ne sais même pas le dire. C'est son meilleur pote. Bref, en tout cas, ils étaient amis. Comment l'ego, Antoine... Avec les Browns, ça s'est bien passé. Messieurs, dames, un gars, une fille. Comment, Antoine, l'ego de Kyrie peut s'adapter à celui de Luka, selon toi? Alors... Moi, Kyrie, je l'ai suivi depuis le lycée. Je l'ai couvert au McDo All-American à l'époque. Je ne sais toujours pas qui c'est. C'est pas une personnalité que tu peux cerner. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, je suis pas sûr que Kevin Durant, avec qui il était très proche, qu'ils se sont rapprochés et tout, puisse beaucoup le cerner non plus. Certainement, il n'a pas su le cadrer. Donc, je ne vais pas sortir là une boule de cristal, tomber dans cette théorie à lui et balancer dans tous les sens. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Par contre, sur le terrain, Kyrie Irving, on sait qu'il peut jouer avec ou sans le ballon au final, puisque quand il y avait James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving sur le même terrain, c'était inarrêtable. Kyrie n'avait pas besoin d'avoir le ballon très longtemps. C'est un joueur qui peut être explosif et décisif, incisif en 1-2 secondes, faire une différence. Donc il n'y a pas de souci, à mon avis, de son côté à lui, purement sur le terrain, de pouvoir performer sans avoir énormément la gonfle. Il faut aussi savoir que dès que Luka sort du terrain, il n'y a plus personne au Mavs et ça devient une équipe absolument horrible, même si c'est une super attaque, une fois qu'il n'est plus là, elle ne l'est plus du tout. Donc ça va être bien, il aura plein de temps de jeu où Luka va se reposer. Ce qui est bien, tout ça pour gérer la saison, aller dans les playoffs. Par contre, c'est là où on disait qu'il va falloir rajouter du monde autour. Parce que oui, c'est inarrêtable ce duo-là en saison, quand tu les joues une fois, un soir. Quand tu vas les avoir sur une série de 7 matchs, au bout d'un moment, il y a des coachs un peu costauds avec des vrais effectifs, etc., qui, à mon avis, trouveront des moyens de les stopper sur une série de 7 matchs. Allez, là, c'est la réponse d'Angelo pour conclure ce débat. James, Durant et Irving, ils ont joué combien de matchs ensemble? C'est pas le problème. Tu sais très bien que même si c'est small sample size, à un moment, c'était quand même absolument inarrêtable, historique, que ce soit le high test ou les stats ou autre. Tu voyais une armada complètement. C'est dans la difficulté qu'on voit les gens, Antoine. C'est dans la difficulté qu'on voit les gens. Et Mélissa, il faut qu'on revienne aussi sur l'épisode des Cavs.
LeBron James et Kyrie Irving, ils ont trouvé leur place éventuellement et ils ont obtenu ce titre, mais il y a eu des difficultés, justement avec le leadership de LeBron. Ça, c'est documenté. C'est même pas possible de remettre ça en question. Que Kyrie ait réussi à prendre le pli et qu'il ait autorisé LeBron à, entre guillemets, être le big bro. Mais souviens-toi. C'est pour ça qu'on parle d'alchimie. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver l'alchimie. Mais moi, je suis persuadé, et je rejoins nos deux Américains, que ce mec est assez intelligent, assez bon basketteur pour, quand il est avec Lucas, jouer sans ballon, et quand Lucas n'est pas là, être le leader de l'équipe, parce qu'effectivement, c'est très pauvre quand, pauvre quand il n'est pas là. Si Kyrie ne re-signe pas aux Mavs, Sylvain. On va observer de toute façon son arrivée. Là, il est déjà du côté de Dallas. Il devrait pouvoir commencer très très rapidement. Je ne peux pas te donner la main, Mélissa, parce qu'on n'a malheureusement plus de temps. Je sais que Melo, par contre, lui, voulait conclure. Il était un petit peu avant. C'est pour ça que je vais le laisser conclure. Melo. Yes. Melo. Favoritisme ici. Non, mais moi, sur ça, je pense que je ne suis pas d'accord avec Angelo. Oui, forcément, il y aura du travail à faire pour que ça marche, mais Kyrie a une track record de bien jouer avec d'autres stars. Il l'a fait avec LeBron. Ils ont gagné un titre, ils ont dominé la conférence Est pendant des années. Ça s'est mal terminé, certes, et c'était un Kyrie qui était beaucoup plus jeune, qui avait peut-être d'autres envies également. Avec KD, quand ils sont ensemble sur le terrain, ça s'est bien passé. Tu prenais l'exemple du début de saison où tu aurais voulu les voir plus. Donc ça s'est bien passé. Donc moi, j'ai aucun problème sur l'aspect offensif. Après, je ne sais pas si on a le temps de parler de KD. Non, on va s'arrêter là. On va observer surtout l'arrivée de Kyrie Irving du côté des Mavs. Et une fois qu'il aura une dizaine de matchs à son actif, on pourra juger effectivement de l'association des deux. Le retour de Kevin Durant, on ne sait pas si on a une date d'ailleurs. Et puis on verra aussi quand même les Nets. On en a très peu parlé. Voir les Nets s'adapter à leur nouveau roster et voir s'ils peuvent continuer un petit peu Attention à à être... Thomas, qui vient de sortir quand même 2 matchs à plus de 44 points. Ils ont l'air d'avoir des outils effectivement dans la mallette.